panel members, Hugh doesn't need any introduction, I think. So we have, on the one hand, Edouard from Magnite. Exactement. From Paris with Love. And then we have Mathieu Réal from London, who traded, from London, sorry, who traded Lyon for Brussels, sorry, from the trade desk. So we're going to start directly. Normally I would ask some questions to introduce yourself, but for the sake of time, let's try to move on. Now, Hugues, the last barometer from UMA shows that the Belgian market is resisting rather well the pressure of the US-based platforms, I would say. And in Echo, there was an interview with Bernard Kohls, who said that we are rather conservative as a country, and we are managing to protect ourselves. So in your blog, you reacted to that. Can you just please share your first reaction? That's interesting. You steal my intro. And indeed, yes, it's 10 days ago. UMA's figures just reached out. Quite interesting. I tried to modify the figures and said, okay, let's have a focus on one video, everything around video. It's 40%, which is quite nice. 30% in total TV, then close to 10% in other video things. And among those other video things, there is 30% not on Belgian broadcaster, which is super nice in a way, 37%. But the interesting thing is I put that on my blog, and then 2 hours after, it was 4 o'clock in the morning, no, it was 8 o'clock in the morning that time, I received a phone call from Jean-François Sacré, said, it's not possible. How is it possible? And I suppose that Bernard received the same call. Explain. Yeah, we more or less give the same answer. It's about the quality of the Belgian broadcaster. It's about in the north and in the south. Very important investment, so it makes sense. Additionally, we didn't mention other things. We talk a lot about SVOD, Netflix, Amazon. It was mentioned by a lot of the speakers. We don't have any advertising on Amazon and Netflix in Belgium. And other things, and they are quite important. Let's suppose that the ecosystem is working well. The day the ecosystem is not working, meaning strong media, strong media reps, strong agencies, and certainly very smart advertiser, well, the hemorrhage will start. So that's also about the things. That's probably among the explanation we can give. Okay. And the fact that we have strong, let's say, local players and no access to the US streamers, does that limit growth and innovation on the market? I don't think so. We talk a lot about CTV here. And definitively, it will never limit innovation. And we'll talk a lot about fragmentation versus innovation. It's a part of the debate, of course. But that's interesting to like to oppose those things. It works. It could work. And it depends on, we'll talk a lot also about how we will use them. But it's possible to innovate and to innovate with fragmentation and to have results. Okay. Mathieu, from the trade desk perspective, where does Belgium stand in terms of CTV adoption? And what are the main drivers for growth? And mostly, what could we learn from France? Comme le disait Hugues, évidemment, je pense que c'est évidemment la CTV grossit de plus en plus, on l'a vu aujourd'hui, etc. Et même en Belgique. Nous, on le voit au travers de The Trade Desk, au travers des discussions qu'on a avec les agences, avec les annonceurs. Et je pense qu'on est là pour accompagner justement cette transition de la télé linéaire à la CTV avec les différentes régies belges, que ce soit avec DPG, avec RMB, Adzendata. Et aujourd'hui, l'idée, c'est de pouvoir justement aller dans cette innovation-là, de pouvoir relier les internautes, les visionnautes entre ces différents moments de visionnage sur cette partie-là. Donc effectivement, je pense que c'est une belle opportunité aujourd'hui. Et on voit que le marché tend à ça en tout cas. Edouard, as an AdTech player, how are you trying to build partnerships locally here in Belgium? It's a small market. And what again can we learn from France? Il y a plus. Alors, déjà, je suis très content d'être ici. J'ai bien réussi à avoir mon Eurostar ce matin, donc la grève, voilà, n'a pas impacté tout le monde. Voilà. Non, tout ça pour dire que je suis très content d'être ici et qu'il y a pas mal de choses à dire. Alors déjà, premièrement, Magnite, en fait, nous on essaye de faire le lien entre les éditeurs, donc ceux qui vont produire du contenu, et justement la monétisation avec des partenaires comme The Trade Desk. Donc l'idée, c'est de rendre les assets vidéo le plus liquide possible, le plus fluide possible
puisqu'aujourd'hui, on le voit, Hugues parlait de fragmentation, et moi je suis tout à fait d'accord avec toi. Fragmentation et innovation sont tout à fait liables et ne sont pas opposables. Et justement, moi, l'idée, via Magnite, évidemment, c'est de faire de cette fragmentation une force et de rendre tout interopérable. Il faut savoir que pour un éditeur, et ça je parle pour le marché belge, mais c'est équivalent aussi pour le marché français, c'est que les adtech, en fait, produire une plateforme in-house, ça coûte excessivement cher. Pour vous donner un ordre d'idée, si Microsoft avait racheté Xandr, même si c'est plus le meilleur exemple maintenant, mais ils avaient racheté AppNexus à l'époque, $1 milliard pour un SSP et un DSP. Donc, alors qu'ils auraient pu le développer eux-mêmes, hein, c'est un GAFA. Donc tout ça pour dire que développer des technologies programmatiques qui sont adaptées au marché, aux évolutions, ça coûte excessivement cher. Et en fait, Magnite, ça permet à des éditeurs locaux, s'ils le souhaitent, d'avoir accès à ces plateformes pour vraiment, en soi, pas très cher, puisque les taux de marge, les taux de marge ne sont pas non plus énormes. Hein. Moi, je me considère souvent comme un grossiste, donc on est dans les alentours de 10% grand maximum. Hugues n'est pas d'accord. Alors, ça, on en rediscutera après si tu veux. Mais tout ça pour dire que voilà, les taux de marge ne sont pas énormes. Donc l'idée, c'est de pouvoir rendre le plus accessible possible ces technologies pour la monétisation. L'autre point aussi, c'est que, et tu en parlais effectivement Mathieu, c'est qu'il y a une évolution qui n'est pas spécifique au marché belge, mais aussi au marché français. C'est qu'on a une évolution de plus en plus de ce côté télélinéaire qui est très lié au FAI aussi, faut le dire, à un univers streaming, donc in-app. Ce qui veut dire que derrière, il y a tout un écosystème technologique qui différencie, qui varie, et c'est là où on va les accompagner. On parlait de TF1 juste avant. Un TF1, pour information, mais je pense que c'est la même chose pour les broadcasters belges, ils ont 70 connexions techniques à gérer entre les différents OS, les différents players. Bon, là, il y a Netflix qui arrive, et d'ailleurs, voilà, on est un peu dessus. Et donc, en fait, ça rajoute de plus en plus de connexions et de plus en plus de mises à jour, et nous, on est là pour aider tout ça et rendre le plus fluide possible. Voilà. We're going to switch it a bit in English. Yes, It's a bit. Now, we see in Belgium a sort of walled garden that is becoming more and more visible when we talk about DPG Ad Manager. So you are the defenders of the open web. Mais Bart, c'est exactement ce que je te disais en préambule, c'est-à-dire que c'est la même chose en France. On le voit, il y a eu les dernières CGV qui sont sorties courant octobre. Les M6, les TF1 sortent aussi leur propre plateforme, leur propre booking plateforme. Et je pense pas, moi en tout cas c'est mon avis, je ne pense pas que c'est un retour du walled garden. En tout cas, c'est pas ce qu'on souhaite. On a vu un excellent graphe de Sophie sur la centralisation auprès d'Amazon. Moi, je trouve que le walled garden côté éditeur, c'est plutôt sain, puisqu'ils vont vouloir justement protéger, on va dire, la création locale et les emplois locaux aussi, il ne faut pas oublier. Donc je pense que c'est toujours important. Mais par contre, même tous ces œufs dans le même panier sur d'autres plateformes, notamment côté, je pense, demand side, c'est plus dangereux parce que ça enlève de l'indépendance côté éditeur et de l'indépendance côté aussi agence, qui est très important. Et donc, la clé du succès, ça va être de créer pour les éditeurs, en tout cas, de créer leur propre plateforme, mais qui sont aussi interopérables avec les autres. Si évidemment on lance une plateforme, si la TF1 a lancé sa propre booking plateforme, si elle ne sera pas interopérable avec les autres plateformes du marché en programmatique, ça va poser problème, ça c'est sûr. Mais je pense que ce n'est pas là où, en tout cas, les broadcasters souhaitent aller. Et dans les discussions qu'on a, en tout cas, avec l'ensemble des acteurs, ce n'est pas là où on va aller. Donc ça sera une couche en plus, mais ça ne sera pas, ça sera pas pour moi un nouveau walled garden. Mathieu ? Je rebondis aussi sur ce que disait Edouard, c'est que on voit en tout cas en Belgique que les publishers locaux, en tout cas les broadcasters, sont quand même assez puissants et finalement laissent peu de place au walled garden. Et aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment de pouvoir protéger leur inventaire premium. On rappelle, aujourd'hui, l'open Internet, c'est à peu près 70% de la consommation versus 30% sur les walled gardens. Et je pense que la Belgique a tout à fait compris ça, quoi. Et aujourd'hui, il vaut mieux aller sur du contenu premium où il y a de la visibilité, où il y a de l'attention, et évidemment d'aller relier ces inventaires entre eux, quoi. Et ça, c'est ce que défend Magnite, c'est ce que défend The Trade Desk, et c'est sur quoi ce qu'il faut aller aujourd'hui dans le futur, en tout cas. Hugues, as an agency leader, how does this growing fragmentation, because she exists, affect the ability to optimize for ROI? I will switch to French. C'est très bien. Allez, ça sera plus fluide. Merci pour la question. Non, de façon très, très sérieuse. De nouveau, l'idée même de cette fragmentation ne peut pas, bien au contraire, nous empêcher de pouvoir optimiser. Maintenant, il s'agit
de pouvoir mettre une nuance sur qu'est-ce que l'optimisation. Qu'est-ce que l'on remarque quand on a ce type de fragmentation? Souvent, une meilleure capacité à cibler, un meilleur accès aux données, une meilleure capacité à diffuser. Donc, en gros, une meilleure capacité à faire notre métier qui est de donner la meilleure réponse publicitaire possible dans le meilleur environnement possible. De ce point de vue-là, ça fait du sens. Et si on définit le retour sur investissement comme étant un ROAS, retour sur la campagne existante, ça fonctionne, je pense, mieux que ce qu'on a pu connaître. Maintenant, si on fait une petite aparté, c'était sans doute plus facile d'acheter de la télé il y a 30 ans qu'aujourd'hui, et c'est une évidence. On peut le dire comme ça. D'autre part, ce qui est intéressant, c'est de se dire, mais on aimerait bien avoir un indicateur commun pour l'ensemble de ce que nous faisons. Alors, la problématique de l'indicateur commun, j'entends bien son intérêt et je comprends bien ce qu'on essaye de, entre autres, faire au niveau du CIM, mais la problématique de l'indicateur commun, c'est que vous allez avoir un plus petit dénominateur commun. Donc, qui va donner sans doute une opportunité d'avoir une optimisation de vos investissements en termes de ROI de façon plus large, mais qui ne permet sans doute pas de faire l'optimisation plateforme par plateforme. Donc il y a quand même un intérêt à avoir une nuance sur les deux, et donc la réponse est nuancée. Elle est, sur certains aspects, ça ne nous empêche en rien d'optimiser. La notion d'indicateur commun de retour sur investissement est à mesurer autrement. Édouard, dans les 3 ans, je vais passer en français. Je ne vais pas passer en flamand quand même. Dans les 3 années à venir, en fait, est-ce que la vidéo sera finalement planifiée et mesurée d'une façon unifiée ou pas, selon vous? Aujourd'hui, je pense que c'est la principale barrière, et tout le monde a conscience de ça, sur la croissance de la CTV. Vous avez le CIM sur la Belgique qui se met en place. Nous, en France, on a mis beaucoup de temps aussi. On le voit bien, Médiamétrie d'ailleurs s'est associé avec Audience Project récemment parce que, alors moi je le dis, c'est aussi un aveu d'échec d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'on n'a pas réussi à se mettre d'accord sur une solution technique. Et là où je suis d'accord avec Hugues, et moi j'ai eu des calls, alors je parle de mon exemple franco-français, désolé, mais qui peut être intéressant, c'est que c'est des choses où tout le monde est d'accord, d'ailleurs dans des events comme Media Leader en France, pour dire oui, on y va, on voit la lumière au bout du tunnel. Et en fait, derrière, personne, au final, n'a commencé à rentrer dans ce tunnel. Et donc, on n'a pas bougé. C'est ce partenariat avec Audience Project, qui sont très bons, et d'ailleurs, qui, en ce moment, tout le monde parle, ça va, je pense, accélérer les choses. Mais on avait des limitations, des limites avec Médiamétrie, parce que ça prenait en compte que des partenaires qui étaient approuvés par Médiamétrie. Et moi, la richesse de l'écosystème CTV que je défends, en tout cas, c'est que ça ne soit pas uniquement... Alors, il y a la BVOD, évidemment, il y a les SVOD, qui, on va dire, si on les regroupe représentent un bon 60-70% aujourd'hui de la consommation streaming TV. Mais moi, ce que j'ai envie d'intégrer aussi, c'est l'ensemble de la VOD, puisqu'il y a d'autres acteurs qui complètent tout ça. Et d'ailleurs, c'est un peu comme... Aujourd'hui, la CTV, c'est un peu comme Spotify, c'est-à-dire si vous aimez le rap, vous avez tous les groupes de rap. Si vous aimez le rock, vous allez écouter du rock, etc. Il y a un côté très consommation en mode tribu. Et nous, on veut garder ça dans la mesure d'audience. Et aujourd'hui, ce qui avait été proposé récemment, ce n'était pas le cas. Et j'espère qu'avec des partenariats et justement des frameworks technologiques qui seront bons, on pourra le faire. Moi, la seule aujourd'hui inquiétude que j'ai, c'est est-ce que ça sera bien adaptable et scalable en programmatique. Parce que sur la mesure on va dire, d'audience pure, quelles étaient les audiences hier en CTV ou cross-screen, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Mais quand ça sera la mesure de campagne, j'ai plus de doutes. Voilà. Mathieu, quel est votre point de vue? Je pense que Edouard a raison, c'est un peu compliqué. Après, évidemment, la CIM, par exemple, aujourd'hui en Belgique, déploie aussi des outils comme Tova qui permettent justement d'aller de la télé linéaire à la CTV et de mesurer justement le reach incrémental que ça propose. C'est aussi à nous, en tant que DSP ou avec les partenaires, avec les agences, les annonceurs, de pouvoir intégrer ce type d'outils directement dans la plateforme pour justement aider le marché à aller pouvoir mesurer concrètement là-dessus. Après, évidemment, il faut se mettre autour de la table, comme disait Edouard. Il faut discuter ensemble et trouver justement le bon moyen de pouvoir mesurer tout ça. Mais il y a des possibilités, il y a plein de choses qui existent sur le marché et je pense qu'on va y arriver avec un peu de patience. L'annonce de Médiamétrie et Audience Project a été faite le 4 septembre, je crois, en 2025. Hugues, tu as suivi toutes les discussions SEM1 en Belgique. Comment sera
le cross-média, mais au niveau publicitaire en fait en Belgique? Comment tu vois évoluer ça? Alors la première chose à dire, c'est que pour les avoir suivis, on doit chérir ce qui est en train d'arriver. Les 3 dernières années ont été comment dirais-je, un changement drastique de la façon dont le CIM a pu évoluer, et c'est à mettre en avant. Vous citez Tova, c'est quand même important de pouvoir le dire, hein, c'était une première brique précisément dans le sujet qui nous concerne, et il a été, et je pense que c'est important quand on parle d'études d'audience, de rappeler qu'il y a 2 choses, hein, il y a la qualité de l'étude, et puis il y a l'acceptation et le fait que le marché l'utilise. Le fait qu'on ait pu arriver à avoir une mesure qui est acceptée, je pense, sans aucun problème par l'ensemble du marché, est éloquent. Le reste de ce qui est en train de se mettre en place est un phénomène d'accélération qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps. Donc on peut le chérir, et je pense qu'il ne faut pas quitter des yeux ce qui est en train de se passer, d'autant plus que, je vous parlais d'écosystème au départ, si on veut un marché qui se tienne, c'est la qualité de l'écosystème qui doit résister. Si résister est un mot excessif, on peut le considérer, mais c'est la qualité de l'écosystème qui doit résister, tel un barrage qui doit résister. Et à ce niveau-là, de nouveau, le CIM fait partie de cet endroit où on trouve suffisamment de parties capables de s'aligner et d'avoir une discussion vers un futur du marché. Donc rien que pour ça, ça fait du sens. Pour ce qui est des aspects techniques, je suis persuadé que Koenraad pourra en remettre une couche. Absolument. Voilà, parlant de Koenraad, en fait, on va remercier en fait les 3 membres de mon panel. Petit applaudissement.